Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission préférée, Idées. Aujourd'hui, Idées va parler du temps. Qu'est-ce que le temps? Comment rendre utile son temps? Comment profiter du temps de sa vie? Je serai avec le docteur Dra Yaomawena, que vous connaissez bien. Il est pasteur et il est consultant en ressources humaines. Merci d'avoir accepté une fois encore notre invitation. Grande est toujours ma joie si je dois intervenir dans l'émission Idées. C'est un thème qui peut aider si nous le comprenons bien. C'est un thème qui est présent dans la vie quotidienne. Pratiquement tous les jours, nous avons un avantage du temps ou bien nous avons un désavantage du temps. Et donc, qu'est-ce que c'est que le temps? La définition du temps est très vague. Mais moi, je vais définir le temps par rapport à nous-mêmes, par rapport à notre existence, par rapport à l'individu. Alors, si quelqu'un vient de naître, on dit qu'il a un jour de vie, on dit qu'il a 5 jours de vie, il a 1 mois de vie, il a 10 ans de vie, il a 50 ans, il a 100 ans. Alors, qu'est-ce que c'est que le temps? Le temps, c'est l'unité de mesure de la vie. Dès que tu nais, le compteur est déclenché. Et au fur et à mesure que les minutes passent, on ajoute des minutes supplémentaires à ta vie, on ajoute des heures supplémentaires à ta vie, on ajoute des jours supplémentaires à ta vie, des mois supplémentaires à ta vie, des années supplémentaires. Et le danger, c'est que le temps va de pair avec quelque chose, un changement physiologique, un changement morphologique. Si à l'âge de 1 mois, 2 mois, tu n'as pas pu t'aider parce que tu as perdu tes parents ou bien il y a eu un problème, à 10 ans, ça devient un regret. Tu ne vas plus jamais aller s'asseoir sur les genoux ou bien dans les bras d'une maman pour t'aider. Le temps là est passé. Personne n'a demandé la puberté. C'est comme généralement on dit. Le petit cochon demande à sa maman, pourquoi tu as une si longue gueule? La maman lui dit, non, ce n'est qu'une question de temps. Ta gueule aussi deviendra longue. Donc personne ne demande à devenir jeune, personne ne demande à devenir adulte, personne ne demande à devenir vieux. C'est une question de temps. Il suffit de laisser le temps passer, ça vient naturellement. Donc, je suis d'accord avec ceux qui disent que le temps, c'est la vie. Le temps, c'est la vie. Comment peut-on le comprendre? Votre durée de vie est mesurée par rapport aux événements de ta vie. 2, au changement de ta vie. Alors, les métamorphoses, le changement, la vie et le temps sont 3 choses qui vont ensemble. On ne peut pas parler de l'un sans parler de l'autre. Alors, vous êtes né à un temps T, le compteur est déclenché. Vous avez maintenant 50 ans. Quels sont les événements? Qu'est-ce que vous avez fait au cours de ces 50 ans-là? Qu'est-ce que vous avez réalisé? Donc, ces événements qui sont intimement liés à ta vie, tu ne commences pas à parler de ça. Les différents changements, tu ne commences pas à parler de ça. Donc, c'est un trio qu'on ne peut pas dissocier. Oui, est-ce qu'on peut dire que le temps comporte tout ce que l'on a à vivre, ou bien c'est la vie de l'homme qui entraîne tout ce que l'on vit? C'est une question assez délicate, mais je vais essayer de vous répondre. Il y a certaines choses dans la vie que tu ne peux pas contrôler. Le temps passe. Tu ne marchais pas. Tu marchais à 4 pattes. Le temps passe. Tu ne commences pas à faire les petits pas.
Le temps passe, tu commences par courir. Est-ce que vous contrôlez cela? Non. Ce changement-là est inné. Ce changement-là vient quand la durée ou bien le temps est en train de passer. Est-ce que vous voyez? Mais il y a des changements dans ta vie, certaines choses qui arrivent dans ta vie que tu dois nécessairement planifier. Et je pense que c'est l'importance de cette émission temps. Si vous attendez pour que tout vous arrive par hasard, comme quand vous êtes né, les gens confondent le temps qui passe d'une manière physiologique et morphologique avec ce qu'ils doivent faire pour atteindre leur vision et leurs objectifs dans la vie. Ça, ce n'est plus un jeu de hasard. C'est la vision que tu as à partir du dessein avec lequel tu es venu dans le monde. Tu planifies cette vision-là dans le temps. Voilà, j'ai découvert ma vision. Est-ce que ce que je fais aujourd'hui concourt pour ma vision en me levant le matin? Est-ce que j'ai un organigramme personnel ou bien j'ai un emploi du temps personnel qui me permet d'atteindre ma vision? Ou bien jusqu'en fin de semaine, si je regroupe ce que je fais aujourd'hui, demain, après-demain, en fin de semaine, est-ce que j'ai fait 1, 2 pas, 3 pas vers ma vision? Ou bien je me lève tous les jours, je suis distrait. J'oublie ma vision, j'oublie mes objectifs et je fais n'importe quoi. En d'autres termes, on dira que je ne suis pas discipliné. Mais chaque fois que vous êtes indiscipliné, c'est du temps que vous gaspillez et vous n'allez jamais le récupérer. C'est passé, c'est passé. Le temps, c'est comme la confiance. Si vous perdez la confiance, c'est que vous l'avez perdu. Si le temps passe, vous ne le récupérez plus jamais. Vous voulez dire par là que ce n'est pas la bonne gestion du temps qu'on peut rendre efficace sa vie? Je suis parfaitement d'accord avec toi. D'abord, la question est tellement si simple. C'est bien sûr cela. Si vous ne gérez pas bien votre temps, vous allez avoir du remords. C'est ce qui arrive en fin d'année. Vers fin décembre, début janvier, les gens sont pris de désespoir. On dit l'année prochaine, on prend des mesures rigoureuses. On se dit que bon, l'année prochaine, ça ne sera pas comme cette année. Mais l'année débute, la première chose que vous constatez, c'est l'indiscipline. Qu'est-ce qu'on appelle la discipline? C'est le temps qu'occupe votre vision, vos objectifs. Si vous mettez beaucoup de votre temps dans votre objectif, dans ce que vous êtes en train de faire, pour parvenir à un objectif prédéfini, là on dit que vous êtes discipliné. Si vous utilisez votre temps pour faire ce que vous n'avez pas programmé, qui n'a rien à voir avec vos objectifs dans la vie, on dira tout simplement que vous êtes indiscipliné ou bien vous faites trop la distraction. Vous êtes distrait. En tant qu'un consultant en ressources humaines, quel constat vous tirez? Est-ce que les gens arrivent à planifier correctement leur temps dans la vie ou c'est le contraire? Si on prend 100%, il y a peut-être 5% qui planifient leur temps. Le reste vivent dans le hasard. Et chaque fois que quelque chose arrive, on applaudit. Et on dit que je l'ai eu comment? C'est par hasard. Et je n'aime pas trop ça. Je veux avoir les choses que j'ai prédéfinies, que j'ai planifiées il y a 20 ans, il y a 25 ans, qu'à l'âge de 40 ans, je vais être à ce niveau. À 45 ans, je vais être à ce niveau. À 50 ans, je vais être à ce niveau. À 60 ans, je vais être à ce niveau. Si je ne l'atteins pas, là, je dis, qu'est-ce qui n'a pas marché? Si vous ne l'atteignez pas, vous allez voir que vous êtes si proche. Si vous ne planifiez pas du tout votre temps, vous vivez par hasard, là même, vous ne ferez même pas le tiers. Et c'est les gens qui ont toujours des problèmes, des difficultés. Ils disent, oh, pourquoi je ne réussis pas comme les autres? Pourquoi je n'atteins pas mes objectifs comme les autres? Qu'est-ce que j'ai fait? Et là, on commence par l'expliquer avec une mentalité
primitive, anthropomorphique, etc. Que bon, il y a un Dieu derrière, il y a une force spirituelle derrière, alors qu'en réalité, même celui qui n'est pas religieux, qui a un objectif et qui planifie bien son temps, peut réussir. Oui, vous avez double casse-tête. À côté de votre titre de consultant en ressources humaines, vous êtes aussi un pasteur. Et par rapport à cela, à la gestion du temps, à la vision, et ceux qui disent que Dieu le fera. Et c'est ça, je dis qu'ils confondent la notion du temps par rapport à la vision et la notion du temps par rapport aux changements morphologiques et physiologiques. Dieu le fera. Pourquoi? Tu nais, tu as 12 ans, 13 ans, les poils ont commencé par apparaître dans tes aisselles et pubis. Est-ce que vous avez jeûné et prié pour ça? Vous êtes musulman. Est-ce qu'au-dessus du ramadan, tu pries pour que tes cheveux deviennent blancs? Non. Ce n'est qu'une question de temps que tes cheveux deviennent blancs. Tant que le temps passe, il y a certains phénomènes qui arrivent. Et ces changements morphologiques et physiologiques par rapport au temps, les gens veulent l'appliquer à leur réussite dans la vie en disant que Dieu même le fera comme il a fait l'autre. Je crois en Dieu. Je crois qu'il y a une grâce divine qui peut arroser ce que je suis en train de faire. Mais en notion de réussite et d'atteindre sa vision dans la vie, c'est toi qui fais. Les Saintes Écritures vont dire que Dieu bénit les fruits de nos mains. Dieu ne bénit pas notre main. Il bénit ce que nous produisons, nous-mêmes. Ceci étant, comment rendre efficace, quand vous êtes un entrepreneur, le temps pour que votre entreprise puisse prospérer? Entrepreneur, quelle est la vision de votre entreprise? Première chose. Et deux, est-ce que vous avez un bon manager qui vient vous planifier la vision de votre entreprise dans le temps et dans l'espace? Cette semaine, ce mois, quels sont nos objectifs? Il y a le grand objectif et puis il y a les objectifs secondaires. Alors, est-ce que à chaque niveau de l'organigramme de l'entreprise, chacun atteint ses objectifs? Dès que tout le monde atteint ses objectifs, vous faites bon usage du temps. Tout est planifié dans le temps. Et je voudrais dire que si vous êtes entrepreneur et que vous ne planifiez pas bien le temps, ce qui va vous arriver, c'est que la réussite qui est, à mon avis, une accumulation de petits succès de chaque employé ne va jamais arriver parce que quelque part, on fait un mauvais usage du temps. Les objectifs ne sont pas atteints dans la journée. Les objectifs ne sont pas atteints dans la semaine. À la fin de l'année, l'objectif global ne sera jamais atteint. Alors, il y a des choses qui sont des dévoreurs du temps. Supposons qu'au cours de cette émission, mon portable sonne. Je dis, Monsieur Condon, attendez, j'arrive. Je parle, je reviens 10 minutes après, ça sonne. Je fais 5 minutes d'émission. Bon, ce téléphone, l'histoire de ce téléphone, c'est un exemple banal, c'est un grand dévorateur du temps. Vous rentrez au bureau, vous voulez faire audience. Quelqu'un vient devant vous, peut-être pour 7 minutes, et votre téléphone sonne. Quelqu'un ne vient pas à l'audience, il est chez lui à la maison. Il parle avec vous 25 minutes, alors que l'autre là est assis devant vous. 1, vous perdez votre temps. 2, vous perdez son temps. Le téléphone, par exemple, peut être utilisé n'importe quand, n'importe comment, si c'est votre supérieur hiérarchique. Ça, je suis d'accord. Mais des gens vont dévorer votre temps avec cette histoire de téléphone. Si ce n'est pas un besoin qui va dans le cadre de votre travail,
Les gens n'ont qu'à appeler, après vous les rappelez. C'est très simple. Et pourquoi vous les rappelez? C'est le temps du rappel des gens. Je ne viens pas au bureau pour faire seulement les audiences, je viens au bureau pour atteindre mon objectif. Vous êtes au bureau, quelqu'un est en train de passer, il dit non, je suis de passage. Comme j'ai vu votre voiture dans la cour, quel que soit les niveaux, c'est bon pour un agent de cadre, un grand, un ministre, un directeur de cabinet, un directeur d'entreprise. Ah, j'ai vu votre voiture, j'ai vu votre chauffeur, je suis venu pour vous dire bonjour. Ce bonjour-là prend 2 heures de temps. Alors, qu'est-ce que vous avez planifié depuis la maison? Ces 2 heures de temps ont tout avalé, seulement pour causer de tout et de rien. Voilà comment nous gaspillons le temps, sans savoir que nous sommes en train de gaspiller le temps. Et à la fin de la journée, tu n'as pas atteint tes objectifs. Comment chaque employé doit rendre utile son temps pour que la vision de l'entreprise puisse être atteinte? Dans les entreprises, on parle de cahier de charges. Est-ce que le cahier de charges est rempli? Celui qui vérifie le cahier de charges, qu'il vérifie tous les jours que c'est fait, c'est rempli, tout est fait. Sinon, moitié est fait, une semaine après, ça devient des lacunes. Est-ce que vous voulez nous dire que la réussite, tout le monde peut l'atteindre à condition qu'on gère bien le temps? Vous avez une bonne vision, vous gérez bien votre temps. Votre vision va de pair avec le dessein de votre créateur. Je pense que c'est après cela, si tu ne réussis pas, puis tu veux dire qu'il y a une force spirituelle extrinsèque qui vous dérange. Et c'est là où les pasteurs, les imams et je ne sais qui peuvent intervenir. Mais quelqu'un qui n'a pas de vision, quelqu'un qui ne gère pas bien son temps, quelqu'un qui est indiscipliné, il est tout le temps dans la distraction. Il met 2 heures de temps, 1 heure de temps par jour dans sa vision et qui court vers vous que je ne réussis pas à prier pour moi. Vous êtes en train de perdre votre temps. Tous les anges peuvent descendre pour l'aider, mais il ne réussira pas. Parce que l'ange ne te fera jamais ce que toi-même tu peux faire. Bon, ceci étant, comment doit-on planifier l'enseignement, l'encadrement dans nos écoles pour que la politique de l'enseignement, de l'éducation puisse réussir et inculquer ceci dans la tête de nos enfants? Je pense que c'est déjà là. Un enfant qui vient en retard à l'école, on le punit d'une manière ou d'une autre. À midi, quand le temps passe, quand il est midi, ils sortent. À 14h30, ils reviennent. Cette discipline-là, c'est pour t'aider à réussir dans ta vie pratique. Mais si les élèves pensent qu'en les disciplinant, ceci c'est le temps de ça, et que moi je fuis, je viens, on ne me punit pas, je suis en train de tricher les autres, c'est la même chose qu'il fera quand il deviendra un jour responsable. Parce qu'il a toujours triché les autres dans l'utilisation du temps, il va continuer toujours par tricher. Comme vous venez de le dire que le temps c'est la vie, et c'est nous-mêmes de planifier notre temps pour que nous puissions réussir. Un fonctionnaire qui est engagé aujourd'hui, comment doit-il planifier son temps pour qu'il puisse avoir une retraite heureuse? En réalité, nos États font la plus grande partie des choses à notre place. Et c'est ça qui trompe beaucoup de gens. Vous commencez par travailler. La Caisse nationale de sécurité sociale, dans mon pays par exemple, commence par fonctionner avec vous. Et vous savez qu'à votre retraite, vous avez de l'argent à prendre jusqu'à la fin de votre vie. Des institutions de prise en charge de votre santé comme INAM pour prendre en charge les frais de médicaments. Alors le fonctionnaire dit « Ok, je prépare bien ma retraite ». Alors il ne fait plus aucun effort personnel. Il prend son salaire, il sait que la Caisse nationale de sécurité sociale est là. Je pense personnellement qu'à côté de ça, vous-même, vous devez planifier. Je vais être en retraite. Après ça, je vais être plus heureux. Le salaire que j'aurai dans ma retraite, il faut que ça dépasse le salaire que j'ai en travaillant. Et vous commencez par épargner, par exemple, l'argent aujourd'hui. Ou bien, vous faites quelque chose de supplémentaire qui puisse vous amener de l'argent et que vous ne dépensez pas. Et dès que vous avez la retraite,
Cet argent, plus l'argent de la Caisse nationale de sécurité sociale, vous vivez bien. Comme ça, peut-être, le taux de ceux qui meurent par pression artérielle trop élevée va considérablement diminuer. Parce que dès que vous entrez en retraite, vous vous rendez compte que la Caisse nationale de sécurité sociale qu'on vous paie est trop inférieure à votre salaire d'avant. Ça ne signifie rien. Comment je vais faire? Comment vous pouvez vivre longtemps? Surtout que vous avez mené une vie en opulence avant et vous n'avez rien pour compenser ce trou. Donc je pense que le tout est planification. Le premier jour que vous commencez par travailler, vous planifiez en même temps votre temps de retraite. Quand je serai en retraite, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qui va me ramener de l'argent? Quand je serai en retraite, est-ce qu'il y aura encore des enfants sur les bancs? Les gens ne font pas ce calcul. Et à 2 ans de leur retraite, même vieux vont grossir les femmes en ville à gauche et à droite, sans savoir qu'ils vont en retraite. Oui, quand vous parlez de planification, vous voulez dire quoi concrètement? Planifier sa vie personnelle. Qu'est-ce que je vais ressembler après 1 an, 2 ans, 10 ans, 45 ans, 55 ans de vie? Quelle sera ma vie? J'ai une vision de ça. C'est ça qu'on appelle planification. Si c'est dans une entreprise, qu'est-ce que nous allons avoir après 1 semaine, après 2 semaines, après 1 mois? Quels sont les objectifs? Voilà le point final. Comment répartir ça pour que nous puissions atteindre cela? Maintenant, je viens à votre vie personnelle. Vous-même, en tant qu'un homme dans le couple, par exemple, que va ressembler mon couple? Je commence par travailler. Après 5 ans, je dois avoir mon terrain. Après 10 ans, je dois construire. Et 10 ans, vous vous retrouvez encore dans une maison de location. Là, vous vous interpellez vous-même. Et très souvent, les gens le font, ils pensent qu'il y a un hasard. Un jour, je vais me lever, j'aurai de l'argent supplémentaire, je vais avoir une maison. Ça, c'est le hasard. Et c'est les gens qui ne planifient pas leur vie. Et 10 ans, 12 ans, ils commencent à se plaindre. J'ai commencé par travailler comme les autres là. Ils ont leur maison, je n'en ai pas. Celui qui a sa maison, la maison n'est pas venue par hasard. Il a planifié, il travaillait pour ça. Il a travaillé pour ça. Un peu, un peu, un peu. Et après 10 ans, il a ce qu'il a. En constat général, est-ce que les gens arrivent à planifier leur vie? Quel est l'objectif de cette émission? Si c'est un cancer de notre société, je pense que raison pour laquelle vous avez donné ce thème. Pour que ce cancer-là puisse être guéri. Voilà pourquoi nous sommes là. Ça peut changer l'évolution de quelqu'un. Avez-vous un message à l'endroit de ceux qui ne planifient pas leur vie? Une vie non planifiée aboutit toujours à l'échec. Une vie non planifiée amène toujours le désespoir. Alors, comme le disait Lamartine, que sert encore des jours qui n'apportent plus rien? Les jours que vous ne planifiez pas, vous n'espérez rien dans ces jours-là. C'est comme si vous êtes déjà mort. C'est pourquoi j'aime ce poème de Lamartine-là. Que sert encore de compter les jours qui n'apportent plus rien? Vous-même, vous savez que demain, il n'y a rien à faire. Les années à venir, il n'y a rien dedans. Que sert encore de les compter? Parce que les jours qui passent, c'est votre vie. Alors si vous devez être là, le hasard le fera, vaut mieux mourir. Comment un couple doit s'y prendre pour réussir sa vie de couple avec la planification? C'est justement pourquoi vous devez travailler de pair avec votre femme. Vous devez vous asseoir pour planifier la vie de couple. Quelles sont nos valeurs? Quelle est la culture de notre famille? Quelles sont les valeurs que nous défendons dans notre famille, c'est-à-dire les croyances et autres? Et en troisième position, quelle est la vision que nous poursuivons, que vous pouvez mettre comme les 10 commandements, pour que tout le monde, les enfants, votre femme, vous-même, vous puissiez avoir accès à cela. La femme garde pour elle-même, l'homme garde pour lui-même. Vous ne faites encore rien. Partagez votre vision ensemble et défendez les valeurs
les objectifs que vous voulez atteindre et vérifier que c'est atteint. Un objectif, personne n'échouera dans ma maison. Et dès la rentrée, je prends des mesures nécessaires. Et par la grâce de Dieu, pendant des années, près de 29 ans de mariage, je n'ai pas encore eu d'échec d'un élève. C'est un objectif que j'atteins parce que je sévis beaucoup quand tu n'apprends pas. Je sévis beaucoup quand tu as des mauvaises notes. Ça, c'est mon rôle dans le couple. Et à la fin de l'année, on a de bons résultats. Oui. Est-ce à dire que sans planification, sans gestion du temps, on ne peut pas atteindre sa vision? Je crois. Sans une bonne gestion du temps, sans une bonne planification, vous n'atteindrez jamais votre vision. Vous ferez ce que les autres vous demandent de faire et ce que les autres vous forcent à faire parce que vous-même, vous ne savez pas comment vous planifier. Ceci étant, quel mot, quel message avez-vous à l'endroit des jeunes? La jeunesse d'aujourd'hui est trop dans la distraction. Et beaucoup sont aussi dans l'utopie. Qu'est-ce que je voudrais dire? Beaucoup sont dans la distraction. Beaucoup sont dans ce que j'appelle l'utopie. Un hasard va venir. Je vais réussir. Pour les gens, c'est quand je vais voyager que je vais réussir. Pour d'autres, si mes parents aussi étaient riches, je réussirais. Pour certaines personnes, je n'ai pas le don et les talents des autres, donc je ne peux pas réussir. Donc, le temps est en train de passer, il est en train de se chercher. Et très souvent, un jeune qui met trop de temps pour se chercher, ce temps-là, il ne le récupérera plus jamais. Les gens, leur objectif n'est pas qu'ils refusent de travailler. Pour les gens, le problème n'est pas qu'ils refusent de travailler. Le problème est le suivant. Ils se cherchent. Ils n'ont pas de vision. Parce que les dons et les talents en eux, ils rejettent cela pour avoir les dons et talents des autres. Ils n'ont aucun objectif dans la vie. Quand ils se lèvent, comme le dit l'expression anglaise, busy man. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui se lève, il fait tout ce qui lui passe par la main. Il est opportuniste. Tout ce qui lui passe par la main, il fait un peu. Il se crée un travail. Par exemple, vous allez dans un domaine, on court derrière vous. Pourquoi vous êtes là? Est-ce que je peux vous garder votre voiture? Tantôt, est-ce que je peux vous aider à chercher ce que vous voulez faire? C'est une personne sans objectif. S'il a un objectif, il ne ferait pas ça. Par rapport à l'éducation du temps, comment pensez-vous que les pères de famille, ceux qui sont les informateurs clés, doivent s'y prendre pour que toute la famille comprenne que la gestion du temps est nécessaire pour que les enfants n'en pâtissent pas? Et à quelle heure la famille devrait se réveiller? À quelle heure vous devez faire vos cultes matinaux? À quelle heure vous devez faire les autres choses jusqu'au départ? Papa part au service, les enfants vont à l'école. À quelle heure vous mangez? À quelle heure vous vous réveillez? À quelle heure vous apprenez? À quelle heure tout le monde va dormir? Ainsi de suite. Et donc, si vous ne vérifiez pas tout cela et que tout est en désordre, il faut savoir que vous préparez l'échec. Dans le week-end, c'est le droit des enfants de sortir. Quand vous sortez, à quelle heure vous revenez à la maison? À quelle heure vous faites ceci et cela? Ainsi de suite. Si ce n'est pas mal géré, quelqu'un sort le week-end à 8 heures, il revient à 1 heure du matin. C'est déjà anormal. C'est déjà anormal. Donc, il faut bien planifier le temps des enfants et votre temps. Les jeunes fonctionnaires qui vont démarrer leur vie active, un conseil pour eux? Ce que moi je voulais dire à ces jeunes-là, c'est que comme ils sont dans la formation emploi, qu'on leur inculque la gestion de leur propre vie. Très souvent dans la formation emploi, on inculque aux gens comment ils vont travailler, c'est-à-dire intégrer
l'entreprise et comment leur carrière sera gérée jusqu'à la retraite. Moi, je pense qu'après avoir parlé de ça, qu'on les aide aussi à faire la gestion de leur propre vie. Voilà, vous êtes venus comme des employés de ce cadre-là. Cadre B, cadre A, cadre C, cadre A1, cadre A2, ainsi de suite. Et les gens hors cadre. Voilà votre niveau salarial. Je ne vous force pas, mais voilà comment vous pouvez utiliser votre argent. L'épargne est obligatoire. Tel pourcentage doit aller à l'épargne. Quel que soit ce qui arrive, ne touchez pas. Tel pourcentage, que vous le voudrez ou pas, ça sera pris pour aller payer la Caisse nationale de sécurité sociale pour votre retraite. Tel pourcentage doit vous aider à faire ça et ça. Je pense que ça pourra les aider. Il y a des gens qui ont fait tellement la belle vie. Dès qu'ils commencent pas à travailler, ils pensent qu'ils ont oublié quelque chose derrière qu'ils n'ont pas encore fait. Donc tout l'argent qui vient entre leurs mains, ils utilisent ça dans le gaspillage. Tous les vendredis soirs, il y a surprise party. Ils doivent danser ou bien aller en boîte de nuit. Maintenant, le phénomène de boîte de nuit a un peu enlevé les surprises parties. Donc, ils vont en boîte, ils dansent toute la nuit. Ça ne suffit pas. Samedi, ils dansent toute la nuit. Dimanche, ils dansent jusqu'à 1h du matin en gaspillant son argent. Tout l'argent que vous gaspillez aujourd'hui, sachez que demain, vous n'aurez plus la force pour aller là-bas et vous allez commencer par regretter l'argent que vous avez mis dans le gaspillage. La souffrance que vous endurez aujourd'hui en épargnant de l'argent, en enlevant toute forme de distraction, cette souffrance-là sera récupérée à la retraite. Voilà pourquoi les gens ont une retraite paisible. Ils ont de l'argent à gauche et à droite. Beaucoup d'argent d'ailleurs, qui sont 2 fois, 3 fois le salaire qu'ils gagnaient. Et d'autres en souffrent. Le salaire est minime par rapport à ce qu'ils avaient. Il y a des gens qui débutent leur carrière avec une bonne gestion du temps et une bonne gestion de leur vie parce qu'ils ont de bons conseillers. Et tout dont je parle, beaucoup d'étudiants savent le montant salarial qu'on utilise pour faire l'épargne, le montant salarial qu'on utilise pour les dépenses. Les dépenses d'habillement ne doivent pas dépenser tel montant salarial, les dépenses de ça et ça. Il y a des gens qui calculent bien les choses et en font. Si par exemple je fais un prêt qui prend la moitié de mon salaire, où est-ce que je vais trouver de l'argent pour épargner? Voilà la naissance de certains problèmes. Voilà pourquoi un bon gestionnaire doit dire, par rapport à l'argent que tu gagnes, c'est tel montant seulement que tu peux mettre dans le prêt. Si je paie un prêt et je commencerai par mendier avant que la fin du mois n'arrive, prêtez-moi de l'argent, parce qu'il n'y a rien à manger, je suis en train de vivre aux dépens des autres. Et à la fin du prêt, les prêts personnels que toi-même tu as contactés, tes amis, sont tellement grands que tu prends le reste de ton salaire pour aller à payer encore les prêts. Donc tu vis pour faire prêt et payer prêt. Faire prêt et payer prêt. Parce que quoi? Il n'y a pas de bons conseillers. Ou bien, toi-même, tu veux avoir les choses avant leur temps. Tu construis une maison, tu veux avoir la voiture la plus luxueuse. Les dépenses de la voiture dépensent ton salaire. Il y a des voitures qui prennent par exemple 15 000 d'essence, ou bien les voitures avec lesquelles tu dépenses 15 000 pour l'essence par semaine. Il y a des voitures, si tu dépenses 90 000 pour l'essence ou bien 60 000 pour l'essence, un jeune qui s'en va prendre une voiture qui consomme 60 000 francs d'essence par semaine ou bien 45 000 francs d'essence par semaine, c'est à sa perte. Donc, nécessairement, nous devons planifier notre vie. Aujourd'hui, je marche à pied parce que je suis en train de construire. Demain, j'achète une voiture parce que j'ai fini la construction. Mais pas tout faire ensemble. J'achète cette voiture parce que ce n'est pas consommable. Tout ce que vous achetez cher,
Voilà le principe de base. Vous achetez cela très cher, mais ça ne vous ramène rien en retour en termes d'argent. Devient du luxe et ça vous amène à perte. Je le répète, tout ce que j'achète est très cher, qui en réalité ne me ramène pas de bénéfices ou d'argent, devient du luxe. Et je dois faire un effort pour éviter le luxe à un moment de ma vie. Parce qu'à ce moment-là, je dois épargner de l'argent. Quand le moment va venir, je vais faire le luxe. La gestion du temps futur. Doit-on mettre l'accent sur la gestion du présent, du futur lointain et du futur très lointain? Quelqu'un qui gère bien son temps, c'est qui gère bien son temps. Que c'est le présent proche, le présent lointain, le présent futur. C'est ce que tu es. Tout est bien planifié. Tu vas voir que tu continues toute ta vie comme ça. Vous commencez par travailler, vous planifiez votre moment de retraite. Donc, ce n'est pas tous les 2 ans que tu vas encore planifier encore ton temps de retraite. Quand les enfants commencent par travailler, c'est du souci en moins. Donc, vous pouvez replanifier, par exemple, votre argent. Ainsi de suite. Quand vous rentrez dans la retraite, vous vous asseyez maintenant, vous voyez les fruits que vous pouvez encore planifier toute votre retraite. Si vous faites une bonne planification et que l'argent que vous avez en période de retraite dépasse même votre salaire, là, vous pouvez faire une bonne planification pour la première génération, la deuxième génération, la troisième génération. Comment faut-il gérer son temps dans la gestion d'une localité, d'un village, d'une ville, voire d'un pays ou d'un continent? Chaque communauté avait ses soucis, ses problèmes. Il faut qu'on fasse d'abord une étude. Quelles sont d'abord les priorités? Vous définissez les priorités. Après, vous dites, quelle est la priorité des priorités? Exemple, vous allez dans une localité. Il n'y a pas d'école. Il n'y a pas de l'eau à boire. Les gens font 10 km, 20 km avant de changer de l'eau. Les gens font 50 km avant de trouver une école. Quelle est la priorité des priorités? Il faut que les enfants vivent avant d'aller à l'école, non? Qu'on leur développe d'abord les fontaines publiques. Qu'on leur cherche d'abord de l'eau. Vous allez voir que l'eau et l'éducation, c'est la même chose. C'est des priorités. Mais on cherche d'abord de l'eau. Après, on voit le problème de l'éducation. Donc, on ne va pas priorité. Et je pense maintenant avec le développement des mairies, on est plus proche des populations. Et je pense que les populations crient tout le temps, voilà nos besoins, voilà nos besoins. Je capte les chaînes de radio, les gens téléphonent pour dire leurs besoins dans la commune. Et à partir de ces besoins-là, le maire en rend compte. Compte tenu du fait que vous avez vous-même souligné que la majeure partie des gens ne planifient pas leur vie, les coachs ont un rôle fondamental dans le devenir de l'humain. Les gens parlent du coach, influenceur, mais moi j'ai l'habitude de parler plutôt des consultants. Actuellement, nous sommes à l'ère de la sagesse. On a dépassé l'ère de la chasse et de la cueillette. On est rentré dans l'ère de l'agriculture. On est rentré dans l'ère de l'industriel. Après, on est rentré dans l'ère du numérique et de l'information. Actuellement, c'est le travail de consultation dont le monde a besoin. Les consultants sont devenus très chers, très bien payés. Les consultants gouvernent actuellement le monde parce que le monde, à l'ère de l'information, a acquis beaucoup la connaissance. Mais comment appliquer cette connaissance aux réalités? Le monde ne peut pas le faire. Actuellement, les connaissances sont là. Pendant plusieurs années, nous sommes nés dans la monnaie. Quand mes enfants me parlent aujourd'hui de crypto-monnaie, bitcoin, ça ne me dit rien jusqu'à ce que je dis, mais votre histoire là, venez m'enseigner. Je peux refuser de ne jamais apprendre cela. Voilà comment le monde bouge. Et je voudrais dire
que le travail de consultation, ceux qui connaissent, ceux qui vivent dans le temps actuel et qui maîtrisent le temps actuel, nous, les gens de l'ancien temps, nous devons apprendre chez eux. Sinon, on dira que nous sommes en retard. C'est comme dans votre studio ici, en venant, j'amène une cassette VHS. J'ai dit, l'émission, enregistre ça pour moi, je la veux. Tu vas me trouver ridicule. Peut-être que vous n'avez jamais trouvé, vous n'avez jamais même connu, ou bien vos nouveaux employés, là, ils ne connaissent pas VHS. Mais moi, on avait connu ça. Et si j'avais beaucoup de VHS à la maison. Donc, je pense qu'actuellement, nous avons beaucoup plus besoin de consultation pour qu'on nous aide. Oui, le rôle de consultant en ce moment devient quoi? Le rôle de consultant en ce moment devient indispensable. Vous allez voir que les grandes sociétés qui réussissent, c'est dû aux grands consultants. La vie politique des nations qui réussissent, c'est dû aux grands consultants. Importés des fois dans nos pays, tous les pays du monde même, prennent des consultants étrangers pour venir nous les aider, ou bien des consultants nationaux. Voilà, le temps qui nous a imparti touche vers sa fin. Certainement que vous avez un certain nombre de recommandations à faire par rapport à ce que c'est que le temps, par rapport à la manière dont nous devons gérer le temps pour que nous puissions atteindre notre vision et que notre vie nous soit belle. Un psalmiste a dit, « Ô Seigneur, apprends-moi à compter le nombre de mes jours. » Et ça m'intéresse beaucoup. Le temps passé ne se rattrape jamais. Ce qui n'est pas fait dans son temps devient du gâchis. Aujourd'hui, beaucoup aimeraient devenir encore enfants pour têter le sein de leur maman. Mais ça n'arrivera plus jamais, jamais, jamais. Les gens aimeraient devenir encore un enfant de 12 ans, 15 ans, un élève. Mais à l'âge de 50 ans, ça ne peut plus jamais revenir. Alors, le temps passé ne se rattrape pas. Aujourd'hui, faisons bon usage du temps en planifiant rigoureusement notre temps et en évitant les distractions. Merci, chers téléspectateurs. Nous sommes ainsi arrivés à la fin de ce numéro de votre émission Idées. Mère Kakou Adam, c'est grâce à vous que cette émission parvient à tous nos téléspectateurs de par le monde. Tous ceux qui sont à côté de vous dans la réalisation, merci à vous tous. Merci au pasteur Dra Yaomawena qui ne ménage aucun effort chaque fois que nous avons besoin de lui dans cette émission Idées. Nous allons nous retrouver la prochaine fois, mais en attendant cette prochaine fois, je vous dis au revoir.